Incendie de tourbière. Danger pour la colline des elfes. Jonathan regardait le ciel bleu, allongé dans l'herbe verte, en cette magnifique journée d'été. Enfin les vacances, la douce oisiveté, il pouvait perdre son temps sans que maman ou papa ne le réprimandent. Alors qu'il était allongé là, à regarder les gros nuages qui flottaient tranquillement dans le ciel comme de gros moutons blancs, il se demanda à quoi ça pouvait bien ressembler à l'intérieur d'un si gros nuage. Probablement comme dans une énorme soupe au lait, s'imagina-t-il, ou comme un brouillard épais, au point de ne pas voir sa main devant ses yeux. Ces nuages pouvaient être vraiment impressionnants. Il avait lu dans un livre qu'ils portaient tous des noms assez étranges. Il y avait les petits nuages plumeux qui flottaient tout en haut dans le ciel, puis les gros nuages blancs en forme de moutons qui changeaient sans cesse de forme et dans lesquels on pouvait parfois deviner des silhouettes ou des animaux. Et enfin, les nuages de pluie sombre qui s'accumulaient bas dans le ciel. On les appelait des cirrus, des cumulus et des stratus, et il y avait beaucoup de gens ici, à la campagne, qui regardaient sur le ciel, observaient les nuages et pouvaient alors prévoir s'il allait pleuvoir ou si la journée resterait sèche et qu'on pourrait rentrer la récolte. Mais certains nuages cachaient une toute autre histoire, et Jonathan allait bientôt le découvrir d'une manière bien étrange. Il était donc allongé là, dans l'herbe, regardant les nuages blancs, quand un sentiment très étrange s'empara de lui. On pourrait sans doute le qualifier de nostalgie du lointain. Voyager comme ça avec un nuage, ah, ce serait tellement beau de voir le monde dans ce... Oh, soupira Jonathan. Jonathan n'avait encore jamais voyagé, ni vu la mer, mais à l'école, il avait déjà entendu parler de pays étrangers et de la mer, qui n'était pas si loin que ça, d'après ce qu'avait dit le maître d'école. Mais ici, à la campagne, les gens avaient d'autres soucis que les voyages. Il ne restait donc à Jonathan que de rêver, ce qui n'était pas interdit. Combien de temps un nuage comme ça peut-il bien rester dans le ciel ? Se demanda Jonathan. Tu as beaucoup de questions, constata une petite voix aiguë à côté de lui. Jonathan sursauta. Il était sûr d'être tout seul au monde dans la prairie. Il se redressa, oublia d'un coup les nuages et ses rêves, et se concentra sur ce qui l'entourait. Il ne vit personne. Bientôt, il se dit qu'il avait juste imaginé cette voix. « Je commence déjà à rêver », se rassura Jonathan. « À rêver ? Je parie que tu ne sais pas vraiment faire ça non plus », dit à nouveau une voix aiguë. « Cela devient vraiment étrange », s'écria Jonathan. « Je t'ai très bien entendu, mais je ne te vois pas. » « Ah bon, d'accord, je peux arranger ça. » Un instant, la voix se tut. Jonathan entendit un claquement de doigts et devant lui se tenait une petite créature qui lui arrivait à peine aux genoux. « Tu es surpris, n'est-ce pas ?» demanda la petite créature. « Oui, mais qui es-tu donc ?» voulut savoir Jonathan. « Et comment es-tu arrivé ici, dans cette prairie ?»« Je suis l'elfe Marilinde, et en fait, j'habite dans cette prairie, juste là, sur la colline, » répondit l'elfe. « Je m'appelle Jonathan, je viens de la ferme de la Tourbière, là-bas. » Se présenta Jonathan à son tour. Il était tout de même un peu déconcerté. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre un elfe dans la prairie de ses parents. Puis Jonathan dit « Je ne t'ai jamais vu ici, et j'ai déjà 10 ans. »« Oui, » répondit l'elfe. « Normalement, les humains ne nous voient pas non plus, mais il s'est passé quelque chose, et j'ai été choisi pour te demander de l'aide, à toi ou à un autre humain, car tout mon peuple est en danger. »« Tout ton peuple ? Je croyais que tu habitais là-bas, près de la colline. »« Oui, mais pas tout seul, on y vit depuis des siècles. Jusqu'à présent, tout allait bien, mais il s'est passé quelque chose qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques
tant pour le peuple des elfes que pour les humains d'ici, si on n'intervient pas ensemble. Juste ciel, qu'est-ce qui s'est passé de si grave? S'écria Jonathan en bondissant sur ses pieds. Viens, je vais te montrer. C'est encore tout au début, mais si on ne l'arrête pas, ça va mal finir pour mon peuple et pour vous. Jonathan était inquiet. Même s'il ne savait pas encore de quel danger il s'agissait, il était clair qu'il allait essayer d'aider du mieux qu'il pouvait. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir de grave ici, dans cette prairie verdoyante? Jonathan ne comprenait plus rien au monde, mais il suivit la petite elfe d'un pas mesuré. Quel garçon n'aurait pas été intrigué si une vraie elfe, qui plus est avec un prénom aussi mignon que Marilind, demandait de l'aide? Marilind trottinait autour de la colline, Jonathan à sa suite. Marilind s'arrêta enfin. « Touche un peu le sol ici, » dit-elle à Jonathan. Celui-ci se baissa et posa sa main sur le sol, aplatissant l'herbe. Ça semblait chaud, trop chaud pour quelques rayons ceci de soleil. Et dans la colline, on y habite, c'est encore bien plus chaud. Maintenant, Jonathan était inquiet. Il ne pouvait rien y faire tout seul. Il fallait qu'il prévienne tout de suite son père et son grand-père. « Oh, oh !» dit-il à Marilind. « J'espère que ce n'est pas ce que je crains, à savoir un feu de tourbière. Je dois tout de suite montrer ça à mes gens. On sait qu'il y a aussi, ils sauront sûrement quoi faire. » En attendant, je vais prévenir mon peuple pour que personne ne se mette par inadvertance en travers de votre chemin. Elle fit le tour de la colline et disparut par une ouverture presque invisible dans la colline. Jonathan, quant à lui, prit ses jambes à son cou et courut aussi vite qu'il le pouvait vers son père, qui était dehors dans la tourbière, en train de creuser de la tourbe. « Papa, papa !» cria-t-il, complètement essoufflé. « Viens vite, je crois qu'on a un feu de tourbière. Dépêche-toi, papa, la terre est déjà toute chaude. » Oh mon Dieu! Le père laissa tout tomber, donna l'ordre d'arrêter le travail et d'aller à la remise. Lui-même suivit son fils à grands pas tout le long du chemin jusqu'à la prairie, là où Jonathan rêvait encore de ces nuages il y a peu. « Tiens, papa, touche le sol. » Jonathan désigna exactement l'endroit où il avait déjà posé sa main sur la prairie. Juste ciel! Le père de Jonathan était lui aussi extrêmement inquiet. Comment t'es-tu retrouvé à cet endroit? Jonathan préféra ne pas parler de Marilind. On risquerait de se moquer de lui. Alors, il se contenta de dire, en ne racontant que la moitié de la vérité, « J'étais allongé dans la prairie, à flâner et à regarder les nuages. Je suis en vacances et il n'y avait pas d'autres enfants. On peut s'estimer chanceux que tu aies effectivement été là-haut, et que la chaleur t'ait semblé bizarre. Allez, on doit aller à la remise et équiper les gars. Il semble y avoir un foyer d'incendie sous terre ici. Espérons qu'on arrive à temps pour l'éteindre. Si ça devient un grand feu de tourbière, le feu peut faire rage sous terre pendant des années, et alors notre maison sera aussi en danger. » Chez nous, c'était le mot-clé qui fit tressaillir Jonathan. Marilind et son peuple avaient leur chez eux dans la colline. Si son père voulait maintenant creuser la terre, qui sait jusqu'où il devrait creuser et à quelle profondeur il irait. Il pourrait facilement arriver que le chez nous des elfes soit touché. Jonathan, reste ici et montre aux gens où ça a commencé. Je dois équiper les gens, alerter le voisinage et prévenir le maire et les pompiers. Je reviendrai plus tard pour t'aider ici. Le père repartit en hâte vers la ferme, jusqu'à la remise à tourbe où il rangeait tous les outils, comme les houes, les bêches, les pelles et tout le reste. On aura peut-être aussi besoin du tracteur et de la pelleteuse du voisin Holbein. Le père donna ses instructions aux gens. Jonathan est en haut, dans la prairie nord, là où il y a une petite butte. Il t'attend là-bas et te montrera où se trouve l'endroit le plus chaud.
On doit y aller pour voir ce qu'on peut faire. Espérons que le camion-citerne des pompiers soit opérationnel, parce qu'on va sûrement avoir besoin d'eau de toute urgence. Je pense qu'ils peuvent pomper directement depuis l'étang, mais ils le savent mieux que nous. Jonathan profita du moment où le père avait disparu pour crier fort à l'entrée de la butte. « Marie-Linde, Marie-Linde, viens vite, s'il te plaît. » Et effectivement, Marie-Linde réapparut. Le père dit que ce serait un feu de tourbière, et que si on a de la chance et que ce n'est que le début avec un seul foyer, on pourra peut-être encore éteindre le feu à temps. Mais il va devoir creuser, et j'ai peur que vos travaux chez vous ne finissent par atteindre le salon de votre peuple. Miséricorde, c'est donc ce que notre aîné redoutait. Marie-Linde s'assit dans l'herbe. On va devoir déménager pendant un moment, jusqu'à ce que le danger soit passé. Marie-Linde prit un air grave. « Mais où comptez-vous aller? Combien êtes-vous d'elfes? » Notre peuple compte 167 elfes. Et ils sont tous dans la colline? Mais non, quelle idée! On aime le soleil, les prairies, les arbres, on a nos occupations et nos tâches. C'est seulement après le coucher du soleil qu'on va dans la colline. C'est là qu'on s'est installé. Oui, et maintenant? Jonathan était inquiet. Où allait-il bien pouvoir loger 167 elfes? Et comment allait-il expliquer ça à sa mère, et surtout à son père? Ne t'inquiète pas. Écoute, tu avais tellement de questions sur les nuages. Tu ne le savais sûrement pas, mais nous, les elfes, voyageons avec les nuages. Et si on le demande poliment, un gros nuage nous hébergera bien pendant un moment. Jonathan resta là, bouche bée, complètement émerveillé. Vous pouvez voyager avec les nuages? J'en rêve depuis des années et j'ai toujours pensé que c'était complètement absurde. Ce monde recèle bien des secrets, mais comme les humains ne vivent pas très vieux, ils ne découvrent ces choses que par hasard, ou quand le peuple des elfes leur donne un petit coup de pouce. Marie-Linde réfléchit un moment. « Jonathan, quand tout ça sera fini, je parlerai à l'ancienne. Peut-être connaît-elle un moyen pour que tu puisses te faire un petit voyage dans un nuage avec moi. » Marie-Linde, ce serait merveilleux. Jonathan était tout excité, mais il vit alors les premiers ouvriers, armés de pelles et de pioches, entrer dans la prairie. « Dépêche-toi, les hommes arrivent pour labourer la terre. Mais comment vais-je te retrouver? Tiens, voici une petite bille. Si tu la prends dans ta main droite et que tu prononces pas mon nom, je l'entendrai et je viendrai te rejoindre dès que possible. Je te retrouverai à coup sûr. Tu as ma bille, alors ne la perds surtout pas. » Sur ces mots, Marie-Linde repartit en courant vers la colline pour prévenir son peuple. Jonathan, quant à lui, fit le tour de la colline, attendit les ouvriers et leur montra où se trouvait l'endroit le plus chaud du sol. Quelques heures plus tard, alors que les hommes avaient déjà bien creusé, le père arriva avec le tracteur, le voisin avec sa pelleteuse, et les pompiers déroulèrent un long tuyau à travers la prairie, jusqu'à l'arrière de la colline. « Ouvrez l'eau !» ordonna le chef des pompiers, et la pompe aspira l'eau de l'étang. Elle jaillit de la lance au bout du long tuyau, et deux hommes eurent du mal à maîtriser le jet d'eau. Tout le monde était occupé à éteindre, creuser et repérer les foyers de braise quand, soudain et de manière tout à fait inattendue, un brouillard s'installa. On ne voyait plus sa main devant ses yeux. Ce phénomène n'a pas duré 5 minutes, puis le brouillard a disparu. Les gens ont repris leur travail et se sont étonnés de cette caprice de la météo. Seul Jonathan devinait ce qui s'était passé. Les elfes avaient bel et bien fait apparaître un nuage et s'étaient enfuis avec. C'est en tout cas ce qu'il imaginait. Les villageois ont eu de la chance que l'incendie de Tourbière, probablement déclenché par la foudre, ait été découvert à temps, car il y a 100 ans, un terrible incendie de Tourbière a fait rage pendant plus de 4 ans.
Une grande quantité de tourbe a pris feu. 2 fermes ont été entièrement détruites et 10 vaches ont péri dans les flammes. Ce n'est qu'à l'arrivée de l'hiver, avec ses pluies abondantes, que les flammes ont été étouffées. Mais depuis, tout le monde dans la région apprend dès l'école ce qu'est un feu de tourbière, comment il peut se déclarer et à quel point cela peut être dangereux. Le père et Jonathan surveillèrent encore pendant 3 jours la fosse que les hommes avaient creusée et que les pompiers avaient remplie d'eau. L'eau s'était infiltrée, mais plus aucune fumée ne s'élevait, les flammes semblaient avoir été étouffées avec succès. On pouvait reboucher la fosse et y semer quelques graines d'herbe. Dans 2 semaines, il ne restera presque plus rien de notre petit feu de tourbière. Mais toi, mon fils, tu es désormais notre héros. Qui sait comment ça se serait terminé sans toi? Jonathan ne se sentait pas très à l'aise à cette idée. Après tout, ce n'était pas lui qui avait découvert le feu de tourbière en levant les yeux au ciel, mais l'elfe Marilind qui l'avait alerté. Tout seul, il n'aurait sans doute jamais repéré le feu souterrain ni le sol brûlant. « Eh bien, papa, je ne savais pas ce que c'était. J'ai juste trouvé que le sol était très chaud. Tu t'es occupé de tout le reste. » Jonathan essaya de se sortir de cette situation délicate et de laisser les lauriers à son père. « Mon garçon, tu as tout à fait raison, » le félicita son père avant de changer de sujet. Quel soulagement, pensa Jonathan. Il ne voulait pas mentir à son père, mais il ne voulait pas non plus lui parler du peuple des elfes, un vrai dilemme. 2 semaines plus tard, alors que l'herbe poussait lentement sur le sol fraîchement nivelé, Jonathan était de retour en haut de la colline, la boule de Marilind fermement serrée dans la main. « Marilind, Marilind, tu m'entends » Il ne se passa rien pendant un moment, puis soudain, le brouillard s'épaissit. Jonathan se souvint qu'il avait déjà vécu ça au même endroit. Effectivement, la petite elfe lui tira bientôt sur la manche et le brouillard disparut à nouveau. « Me revoilà. Dis donc, on est tous de retour. » Marilind rit. « Oui, je voulais juste te dire que mon père a éteint l'incendie de la lande avec les ouvriers et que tout est rentré dans l'ordre. Je ne peux bien sûr pas voir si ta maison a subi des dégâts, mais vous pouvez tous réemménager et la paix et la vie quotidienne reviennent. » Jonathan s'assit dans l'herbe. « Alors, c'était une bonne chose que je me sois tourné vers toi. Et alors quoi? Alors, tu as toujours envie de voyager sur un nuage? » « Oui, bien sûr, j'avais presque oublié. Mais comment ça marche? » « Attends un instant. » Marilind se retourna, se dirigea vers l'entrée de la colline et appela un nom. Peu après, Jonathan remarqua qu'une 2e elfe était apparue aux côtés de Marilind. Les deux s'approchèrent droite de lui. « Voici Jonathan, c'est grâce à lui que notre maison n'a pas brûlé, » expliqua Marilind à sa compagne. « Et voici Lynette, notre elfe la plus âgée et la plus sage. Elle seule pourra peut-être te permettre de faire un petit voyage dans un nuage. »« Sois le bienvenu, Jonathan, » dit l'aîné. « Eh bien, tu es déjà bien grand. Tu ne peux bien sûr pas voyager avec nous comme ça, mais j'ai une solution. Je vais simplement te réduire par magie à notre taille pendant un certain temps, puis, si les habitants des nuages l'acceptent, tu feras un petit voyage dans les nuages avec Marilind et moi. Nous devons de toute façon nous rendre chez un autre peuple en Italie, tu pourrais venir avec nous. Cependant, nous serons en route pendant quelques jours. Il vaudrait donc mieux en parler d'abord à tes parents. » « Oh, ça va être délicat. Je n'ai rien dit à mes parents à propos de vous, les elfes, et je ne veux pas vraiment mentir à mon père. » Jonathan ne voyait pas d'issue. Marilind. « Avant que je n'oublie, l'incendie de la tourbière n'a causé aucun dégât chez nous. On a encore eu de la chance. Un peu plus au sud et nos habitations auraient été détruites. » La doyenne Lynette dit à Jonathan, « Amène ton père ici sur la colline, puis appelle Marilind. »
Elle me le fera savoir, et je me présenterai à ton père. Je lui dirai à quel point nous lui sommes reconnaissants de nous avoir sauvés. Et il n'aura alors certainement plus rien à redire à ton voyage dans les nuages. Espérons que ce sera aussi simple que tu le dis. » Jonathan n'était pas vraiment aussi confiant. Après tout, il connaissait son père, un homme simple, juste et opposé à toute fantaisie quand il s'agissait de la réalité. « Laisse-moi faire, tu verras, tout ira bien. » L'elfe Lynette était tout à fait sûre d'elle. Tant pis, ça ne peut pas faire de mal et il ne peut pas faire plus que dire non. Jonathan prit poliment congé et promit de monter avec son père dimanche. Il lui restait encore 3 semaines de vacances et il avait vraiment envie de vivre cette aventure passionnante dans un nuage. Même si son père acceptait cette histoire invraisemblable, ça dépendrait toujours des habitants des nuages, de savoir s'ils seraient emmenés. Le dimanche approchait, Jonathan était agité et nerveux. Ses parents remarquèrent vite qu'il avait quelque chose en tête, mais qu'il n'arrivait pas vraiment à s'exprimer. Mais à quoi bon? Jonathan avait donné rendez-vous en haut de la colline et promis d'amener son père. Il ne pouvait plus attendre. « Papa, il y a quelque chose que je dois te dire. En fait, je devrais te le montrer. Mon garçon, c'est dimanche. Si c'est si important pour toi, j'ai du temps pour toi. » Jonathan reprit espoir. « Tu pourrais venir te promener avec moi? Peut-être remonter jusqu'à la colline, là où il y avait ce petit feu de tourbière. Je t'expliquerai tout en chemin. » Il regarda son père avec ses grands yeux pleins d'espoir. « Bon, d'accord. » Puis il se tourna vers sa femme. « On sera de retour pour le déjeuner. » Le père mit son chapeau du dimanche, prit sa canne, et père et fils se mirent en route vers la prairie nord. « Papa, tu as dit un jour que j'étais un héros parce que j'avais sauvé le village de l'incendie de Tourbière. » « Tout à fait, et je le maintiens. Sans ton avertissement, ça aurait pu mal finir. On connaît bien les vieilles histoires. » « Oui, mais en fait, ce n'est pas moi qui ai remarqué quelque chose d'étrange en premier. On m'a juste signalé le sol brûlant, et j'en ai tiré mes conclusions. Je t'ai alerté, et c'est comme ça que tout s'est mis en branle. » « Oui, mais tu as parfaitement bien agi. Seulement, dis-moi, qui t'a montré ce sol brûlant? Papa, tu ne vas pas me croire, mais tout en haut de la colline, je vais te la présenter, et tu comprendras ce qu'il en est de cette colline. Patiente encore un instant, s'il te plaît. » Les deux continuèrent leur chemin et arrivèrent enfin en haut de la prairie nord. Le père fit le tour de la colline pour voir si le sol était à nouveau recouvert d'herbes et de fleurs des champs, car pour l'hiver, les paysans de la région avaient besoin du foin qui poussait là-haut. Jonathan, quant à lui, s'était dirigé vers l'ouverture presque invisible de la colline et appela doucement « Marie-Linde, Marie-Linde », tout en serrant fermement la bille dans sa main droite. La voilà qui arriva aussitôt, accompagnée de l'elfe Lynette. « Ravi de te voir, » dit Marie-Linde. « Alors, tu as pu amener ton père ?» demanda Lynette. « Il attend derrière la colline. » Les trois se mirent donc en route et le cœur de Jonathan battait à toute rompre. Que dirait son père s'il se retrouvait face à 2 elfes? Que dirait-il s'il entendait parler de l'étrange voyage qui l'attendait? Des questions, encore des questions. Il avait vraiment le cœur serré. Son père avait inspecté le sol, laissé son regard vagabonder au loin, puis s'était installé dans l'herbe, assis sur sa redingote, attendant ce qui allait lui arriver. C'est alors qu'il aperçut Jonathan, mais celui-ci semblait seul. En tout cas, l'herbe haute ne permettait pas d'en conclure autrement. Il ne voyait que la tête de son fils. Mais ça allait changer d'un coup. « Papa, je ne sais pas comment te le dire, mais à côté de moi se trouvent Marie-Linde et Lynette, 2 elfes. Tu ne pourras pas les voir, mais si tu veux, elles peuvent te se rendre visibles pour toi. Elles ont des choses à t'expliquer. » « Jonathan, je ne comprends pas. » C'est alors que Lynette, en tant qu'aînée, prit les choses en main. «
d'un claquement de doigts, elle se rendit visible, ainsi que Marilyn, aux yeux du père de Jonathan. Le père écarquilla alors les yeux et sursauta un peu, mais Lynette prit une voix douce. « Je te salue, père de Jonathan. Nous appartenons au peuple des Elfes, qui vit dans cette région depuis des siècles sans être reconnu et qui a trouvé refuge dans cette colline même. Ton fils, Jonathan, a sauvé notre maison des flammes de l'incendie de la lande en reconnaissant le danger, en t'informant immédiatement et en te permettant de prendre tout de suite les bonnes mesures pour éviter le pire. Nous te sommes donc très reconnaissants, ainsi qu'à tous ceux qui ont aidé. » Le père se ressaisit lentement. « Des elfes, je croyais qu'ils n'existaient que dans les contes et les légendes. » Il baissa les yeux vers ces gracieuses créatures. « C'est donc vous qui avez alerté Jonathan du danger, nous, les habitants et du village. Vous sommes donc profondément reconnaissants. » Lynette répondit. « Je pense que nous nous sommes entraidés. Les circonstances nous ont malheureusement obligés à nous montrer, car en réalité, nous avons renoncé il y a de nombreuses années à nous montrer aux humains. Cela a trop souvent donné lieu à des malentendus entre nos peuples. Oui, c'est vrai, je ne sais pas ce que les gens du village diraient s'ils savaient qu'un peuple d'elfes vit tout près d'ici. Exactement. C'est pourquoi tout devrait rester tel quel, car les gens n'aiment pas ce qui leur est étranger, et encore moins ce qui est inexplicable. Mais il y a encore autre chose. Jonathan intervint. « Papa, le jour où on a découvert l'incendie de la lande, j'étais allongé dans l'herbe et je regardais les nuages. Je m'imaginais à quoi ça ressemblerait à l'intérieur d'un nuage aussi énorme. »« Brumeux, justement, » dit le père. « C'est exactement ce que je pensais. Tu te souviens, quand les hommes ont commencé à travailler, comment il y a soudain eu de la brume ici aussi pendant quelques minutes ? Oui, c'était étrange, en plein jour et sous le soleil. » Marilyn. « C'est parce que j'avais appelé un nuage pour que tout notre peuple puisse voyager avec lui. On ne savait pas trop comment ça allait finir avec l'incendie souterrain juste à côté de notre colline. » Jonathan. « Papa, j'aimerais bien voyager avec un nuage comme ça une fois, et les elfes peuvent rendre ça possible. Marilyn et Lynette m'accompagneraient, mais je serais parti quelques jours. J'ai encore des vacances, Lynette. Et moi, en tant qu'aîné, je voulais te demander la permission de permettre à ton cher fils de faire ce voyage insolite. » Elle les effleura alors le père tout doucement de son index. « Tout ça, c'est un peu trop à digérer pour moi. Il y a des elfes, oui, tout un peuple d'elfes. Ils vivent depuis des siècles sur mes terres et veulent permettre à mon fils de voyager dans un nuage. Ai-je bien compris tout ça ou est-ce que je suis en train de rêver éveillé ? » Marilyn. « C'est exactement comme tu l'as résumé. Jonathan, tu veux vraiment faire une chose aussi folle que de voyager dans un nuage ? » Oui, papa. Ce serait un rêve de découvrir cet autre monde. Le père réfléchit. Il ne s'était jamais retrouvé dans une telle situation. Le garçon voulait partir en voyage dans un nuage. En train, ça, il pouvait l'imaginer. En bateau, c'était déjà plus dangereux, mais avec quelque chose d'aussi absurde qu'un nuage. Pourtant, il avait lui-même été là quand un nuage était descendu et avait apparemment emporté les elfes depuis la colline. Il n'avait vu que le brouillard et n'avait trouvé aucune explication à cela. Avec le recul, tout cela lui semblait beaucoup plus clair. Pourquoi aurait-il dû empêcher son fils de vivre cette aventure ? Mais il avait tout de même une question importante. Jonathan est un grand gaillard qui pèse facilement 100 kilos. Vous, les elfes, en revanche, vous êtes menus et légères comme des plumes. Comment ça va marcher ? Lynette sortit une baguette magique de sa cape. Comme ça, tout simplement. Elle toucha Jonathan et en un instant, le grand Jonathan n'était plus grand ni plus lourd que les 2 petits elfes. Puis Lynette le toucha à nouveau et Jonathan retrouva sa taille normale. Le père déglutit. Tout ça, c'était un peu trop pour lui.
et voilà qu'on faisait de la magie sous ses yeux. Combien de temps Jonathan serait-il parti? On sera de retour ici dans exactement 8 jours, promit Lynette au père en lui tendant la main. Je ne me sens pas très à l'aise à cette idée, je te le dis très honnêtement, mais ce brave Jonathan a rendu un grand service tant à ton peuple qu'à notre village. C'est pourquoi j'accepterai ce voyage. Quand est-ce qu'on part? Et qu'est-ce qu'il doit emporter? On part tout de suite, et il n'a rien à emporter, car vu sa taille de voyageur, tu n'auras guère de choses pour lui. On s'occupe de tout. Lynette pointa sa baguette vers un gros cumulus qui se mit aussitôt à descendre. En quelques minutes, un brouillard s'installa. Le père et le fils se dirent au revoir. Le père n'avait pas du tout un bon pressentiment, alors que Jonathan, redevenu minuscule, disparaissait dans le brouillard avec les elfes. Le nuage s'éleva et il se retrouva seul sur la colline. Comment vais-je expliquer ça à ma femme? Cette pensée le préoccupait sur le chemin du retour. Je ne peux tout de même pas dire qu'il est parti avec des elfes dans un nuage. Ma femme va croire que j'ai perdu la tête. Ah, je vais simplement dire « Oui, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ?» Le père réfléchit jusqu'à ce qu'il arrive à la maison. Il lui viendrait bien quelque chose à l'esprit. La pêche. Jonathan est parti pêcher avec quelques amis et il reviendra dans 8 jours. C'est exactement ce qu'il dirait. Ça s'était déjà produit plusieurs fois pendant les vacances, même si ce n'était pas de manière aussi soudaine. Jonathan s'enfonça dans le brouillard, main dans la main avec Marilyn et Lynette. Puis le sol changea et il se retrouva au milieu du nuage, où il n'y avait pas de brouillard du tout. Au contraire, on voyait tout clairement, et, sous ses pieds, comme à travers un sol de verre, il voyait son père devenir de plus en plus petit. Le nuage s'éleva vers les plus hautes cimes, juste à son altitude de croisière. « Bon, petit ami Jonathan, je voudrais maintenant te présenter au peuple des nuages, qui a accepté d'emmener un humain dans ce voyage unique. » Sur ces mots, elle toucha Jonathan avec sa baguette magique, et il se rendit compte que lui et les elfes se trouvaient au milieu d'un groupe d'autres êtres. C'était donc le peuple des nuages. Ils étaient plus grands que les elfes, mais semblaient néanmoins légers comme des plumes. Sur chaque nuage, du moins sur les grands cumulus, vit tout un peuple des nuages. Permets-moi de te présenter, voici Jonathan, le premier humain à faire un voyage dans les nuages. Nous te sommes très reconnaissants d'avoir accueilli notre protégé. Lynette s'inclina devant l'un des membres du peuple des nuages. Je suis Molderay, le roi de ce peuple des nuages. On m'a déjà raconté que c'était toi qui avais aidé le peuple des elfes. C'est un plaisir pour moi de t'emmener chez nous, sur ce nuage. Aujourd'hui, nous voyageons en Italie, puis nous reviendrons, car là-bas, au-dessus du Vésuve, les vents tournent. Tout ce dont tu as besoin pour ton bien-être sera pris en charge au mieux. Jonathan ne savait pas trop comment se comporter face au roi d'un peuple des nuages, alors il fit en tout cas une révérence bien profonde. Je suis très reconnaissant envers le peuple des elfes pour leur médiation et envers toi pour m'avoir permis de faire ce voyage. Il y a 3 semaines encore, il se demandait à quoi cela ressemblerait, et maintenant, il se trouvait lui-même dans un nuage et voyait le monde tourner sous ses pieds. Le nuage était immense et comportait plusieurs niveaux qui changeaient constamment. Des sièges douillets et moelleux, des couchettes, des friandises par-ci, des plats copieux par-là. On pouvait changer de vêtements, profiter de la vue, jouer avec les autres ou discuter. Le voyage se déroulait en silence, les vents favorables poussaient le nuage devant eux, un peu comme un voilier est poussé par les vents. Sauf qu'un tel nuage était sans doute 100 fois plus grand que le plus grand voilier. Jonathan aperçut bientôt le Rhin, puis, quand il regarda à nouveau, ils étaient déjà en Suisse
et bientôt au-dessus des Alpes. Ensuite, le soleil d'Italie brilla et le voyage se poursuivit jusqu'au Vésuve. Là, le nuage descendit vers le sol sous forme de brouillard épais. Les elfes Lynette et Marilinde descendirent, car elles devaient rendre visite au peuple des elfes près du Vésuve. Jonathan, quant à lui, remonta avec le peuple des nuages et ils entamèrent le voyage de retour. Il s'était fait des amis parmi le peuple des nuages et bientôt, les enfants jouèrent avec lui à tout ce qu'on pouvait bien jouer dans un si grand nuage, à cache-cache ou au ballon de nuages, à tout ce qu'on voulait. Il n'y avait en fait pas de règles bien définies concernant le déroulement de la journée. On pouvait manger quand on avait faim, se baigner quand on en avait envie, aller se coucher quand on était fatigué, boire un délicieux jus de nuages ou simplement regarder le paysage défiler sous nos pieds. Au bout de 8 jours, le nuage se posa à nouveau sur la colline et le père attendait Jonathan, qui reprit sa taille normale, à peine avait-il posé le pied sur l'herbe de son pays. « Papa, j'ai tellement de choses à te raconter. » Jonathan ne pouvait s'arrêter de parler de tout ce qu'il avait vu et vécu. Cette aventure unique de voyager dans un nuage avec le peuple des nuages allait marquer toute sa vie et, après des études d'ingénieur, il se consacra entièrement à la construction de dirigeables. Alors, si jamais tu te retrouves à tâtonner dans un épais brouillard, regarde bien s'il s'agit vraiment d'un simple brouillard ou si un cumulus s'est posé là pour emmener des elfes en voyage. Et voilà, on arrive à la fin de notre conte pour aujourd'hui.